Nous sommes dans cette série de messages sur l'intégrité, un sujet qui pique un peu si on est prêt à le regarder avec sérieux et honnêteté envers soi-même. Et aujourd'hui, on va aborder avec Benoît le deuxième message de cette série qui s'intitule « Tiens-toi droit ». Je vous laisse avec Benoît pour la suite. Dans le bal de la vie se cache la plus précieuse des qualités. Limpide comme l'eau de source, droite comme une route sans détour, vraie comme la simplicité d'un enfant, précieuse comme le fier diamant, tranchante, efficace. Aussi fragile qu'une bulle de savon, forte et persévérante malgré la difficulté. Une lumière pour se diriger loin du danger. Elle prend sa source dans nos plus profondes pensées. Agit avec tendresse, sans hésiter. Elle peut parfois nous amener sur un chemin de solitude. Sa pureté en fait toute sa dignité. Dans le bal de la vie, l'intégrité est-elle invitée à danser? Bonjour à tous. Bonjour à tous, ça marche? Ça va? Après cette belle vidéo, je voudrais juste remercier Marie-Alice pour ce montage qui est super, avec un super texte. Donc c'est Marie-Alice qui a fait le montage. Voilà, on peut l'applaudir. Allez, allons-y, on commence le montage. Voilà. Vous êtes prêts pour ce nouveau message sur l'intégrité, partie 2? On va commencer par une première question qui est une question fermée. C'est-à-dire qu'on répond par oui ou par non, on peut lever la main, mais je ne vais pas vous demander de lever la main parce que vous allez tous lever la main à la question que je vais vous poser. Allons-y. Avez-vous déjà menti? Ah, mais attendez, c'est que le début de la question. Mais je voulais m'arrêter là, déjà, pour que vous preniez bien la mesure de ce sur quoi on va parler. Avez-vous déjà menti? Qu'est-ce que ça veut dire, mentir? Ça veut dire, la partie facile, c'est la partie ne pas dire la vérité. Mentir, ça peut aller au-delà aussi. Mentir, en fait, c'est tromper l'autre. C'est faire en sorte que l'autre, savoir sciemment que l'autre ne va pas avoir une idée vraie de ce que j'ai en tête. C'est ça, mentir. Savoir que l'autre va avoir une idée décalée par rapport à celle que j'ai. Et ça, c'est intentionnel. Le mensonge reste quelque chose d'intentionnel. Avez-vous déjà menti pour conforter quelqu'un dans la confiance qu'il peut vous accorder? Mentir pour qu'on me fasse confiance. Mentir pour qu'on croie ce que je dis. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Une petite anecdote, juste légère, qui est tirée de faits réels de ma vie à moi, mais qui est habillée pour pouvoir la raconter. C'est pas forcément exactement, ça se perd un petit peu dans le brouillard de mes souvenirs. Mais enfant, je me souviens que mes parents étaient partis pour une soirée.
Et moi, je suis l'aîné de ma famille. Et donc, on m'avait confié de gérer mes petites sœurs. Et voilà, ce soir, vous regardez un film devant la télé. On vous prépare les pizzas. Ça va être super. Vous allez passer une bonne soirée. Vous voulez regarder quoi comme film? Ça sera Charlot. Ah, super. Parce que c'était à l'époque où on regardait la télé sur des tubes cathodiques, vous savez, avec des magnétoscopes, avec des cassettes VHS qu'on mettait dedans. Notez que c'était avec des cassettes VHS, c'est important pour l'anecdote. Et donc pizza, etc. Et ce soir, il faudra que vous couchiez vers 10h et que vous éteigniez les lumières à 10h30. Oui, oui, bien sûr. Donc, alors vous connaissez la fin de l'histoire, mais je vais quand même vous la raconter. Donc on a regardé notre premier film, notre Charlot, qui s'est fini effectivement aux alentours de 10h, super pizza, super soirée, mais il y avait comme un petit goût de trop peu. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé la cassette du magnétoscope, sans la rembobiner. On est allé chercher une autre cassette. On a regardé l'autre cassette. Ça nous a amené sensiblement plus tard que 10h30. On a rembobiné l'autre cassette. C'était à l'époque, on rembobinait les cassettes. Les jeunes, je vous raconterai un jour. Et on a rangé la cassette. On a bien fait en sorte que la cassette, la deuxième, était bien rangée, bien tassée. Le crime parfait. Et on a remis la première cassette dans le magnétoscope, laissé la boîte négligemment à côté du magnétoscope, et on est allé se coucher. Le lendemain matin, petit déjeuner, nos parents étaient bien plus cassés que nous. Ça a été hier soir? Ah, super. Et alors, vous êtes couché à quelle heure? Je ne sais plus trop. À 10h, 10h30, Avez-vous déjà menti pour conforter quelqu'un dans la confiance qu'il peut vous accorder? Alors, mes parents découvrent probablement cette anecdote. Alors, je vous demande pardon, mes parents, là, si vous regardez cette... Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il y a prescription, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais vraiment, je vous demande pardon, mais ce n'est pas exactement cette histoire. Voilà. Ça me permet de vous dire que cette série d'intégrité, personnellement, elle me parle beaucoup. Elle fait résonner des choses dans ma vie passée, qui sont assez fortes. Que les illustrations que je vais vous donner ou les émotions que je vais vous transmettre, moi, je les ai connues des deux côtés de la pièce. Le côté intègre, le côté manque d'intégrité. J'ai notamment connu une adolescence assez peu intègre par certains aspects, ou du moins bien versée dans la duplicité. Bon, c'est pas un mea culpa que je vous fais là, mais juste pour vous dire que cette série me parle, et dans la préparation me remue parfois, et vous le sentirez peut-être quand je l'exposerai. Une autre question, un peu plus générale, qui nous amène à l'intégrité. Avez-vous déjà compromis votre intégrité pour protéger votre réputation de personne intègre? Compromettre son intégrité, habiller les choses, faire en sorte que, pour qu'on croie que je suis intègre. Et je suis désolé de reparler de moi, mais dans la position dans laquelle je suis là, et c'est la position de tous les membres du staff, et peut-être pour vous juste, qui vous êtes déclarés comme croyants à votre travail, etc., c'est quelque chose que vous portez. Parce que si je ne suis pas intègre, j'ai aucune crédibilité. Et donc si je manque à l'intégrité, la tentation va être immense pour moi de vouloir la camoufler, de vouloir la maquiller. C'est un combat. On préfère parfois être mauvais que paraître mauvais. C'est une autre formulation de à peu près la même chose. On préfère faire le mal que paraître comme étant quelqu'un qui fait le mal. Toujours pareil, cette histoire. De maquiller, de déguiser. J'avais, il y a quelques années, la responsabilité d'une équipe, et j'avais deux personnes en particulier. Une personne qui avait toujours raison, qui me disait toujours qu'elle prenait les bonnes décisions, très sûre d'elle. Et puis une autre personne qui me disait parfois, écoute là, il y a 3 semaines, j'ai pris une mauvaise décision, je m'en rends compte aujourd'hui, on va perdre 1 semaine de travail. À votre avis,
De qui est-ce que j'avais confiance le plus? En qui est-ce que j'avais le plus confiance? Je peux avoir le prochain slide? Donc la série qu'on va vivre là, qu'on vit là, c'est le 2e épisode, porte sur l'intégrité. L'intégrité, elle est absolument nécessaire dans tous les cercles dans lesquels on est. Elle est nécessaire dans notre famille, dans notre couple. Elle est nécessaire dans notre travail. Elle est nécessaire dans notre société. Et l'intégrité telle que je vous l'ai formulée la semaine dernière, et c'était le fait de faire ce qui est juste, droit et noble. Pourquoi? Juste pour le fait de faire ce qui est juste, droit et noble. Même si ça nous coûte, je vais faire ce qui est juste, droit et noble. Et la dernière fois, on a pointé vers ce « on doit ». Ce « on doit » qui plane au-dessus de nous. On pourrait l'appeler aussi le « il faut ». On en a une notion un petit peu... On sent que cette pression qui est là sur nous, même si ce n'est pas la règle, on sent ce pincement parfois de se dire c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ce on doit, en fait, qui est ce on doit auquel on se réfère parfois quand on a une injustice, on vit une injustice. Il n'y a pas de loi pour définir l'injustice qu'on est en train de vivre, mais ce n'est pas juste. Et on se réfère à ce on doit en se disant mais c'est pas juste par rapport à quoi? Par rapport à ce on doit qui pèse sur nous, qui est là. On peut ne pas croire en Dieu. Mais pourtant, derrière ce on doit, il y a la marque du divin. En tout cas, c'est comme ça que je voulais présenter la semaine dernière. Et si vous voulez le revoir, c'est sur YouTube, c'est dans les podcasts, n'hésitez pas. Et ce on doit, en fait, l'apôtre Paul nous en a parlé en disant, c'est précisément la marque de Dieu qui a écrit, qui a gravé dans notre cœur sa loi. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte tous. Et c'est quelque chose qui fait que parfois on se sent coupable de choses qui sont même pas hors la loi, mais juste parce que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on est en écart avec le droit. Dès lors que vous essayez de justifier intérieurement, vous connaissez cette voix intérieure, quand vous discutez, quand vous négociez avec vous-même, ou alors quand Hergé le représente avec le diablotin et l'ange, justifier intérieurement un comportement, en fait, vous reconnaissez, vous prenez acte qu'il y a cette loi que moi je dis être la loi de Dieu, comme Paul nous l'a dit, qui est écrite dans notre cœur. Et quand vous faites ce « on doit », quand vous faites le bien autour de vous, quand vous faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, et quand ça vous coûte, notamment quand ça vous coûte, vous reconnaissez cette loi qui pèse au-dessus de vous, et vous reconnaissez qu'elle est légitime et qu'il faut avancer dans cette direction. La semaine dernière, je commençais aussi avec cette image de l'édifice où on parlait de la défaillance d'une structure. Quand il y a une brique qui devient défaillante ou une poutre, ça se reporte sur les autres. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où les parents, ça n'allait pas. Et vous, en tant qu'enfant, vous avez dû porter le défaut d'intégrité de vos parents. Vous avez dû porter un poids qui était bien plus lourd que ce pourquoi vous étiez taillé. Et ça vous a marqué pour toute votre vie. Aussi, ça nous amène à cette chose essentielle. Tiens, c'est dans la phrase. L'intégrité est essentielle à une relation saine et satisfaisante. L'intégrité est essentielle à une relation saine et satisfaisante. Si vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas intègre, si vous vivez avec quelqu'un qui vous laisse croire, si vous vivez avec quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui essaye de se justifier, quelqu'un qui trouve toujours la pirouette, ça peut être dans votre famille, ça peut être aussi au travail, mais la relation, elle est insupportable. On ne sait pas sur quoi on marche. Il n'y a pas de relation, en fait. Ce n'est pas qu'elle est malsaine ou insatisfaisante, c'est qu'elle n'est pas vraie. L'intégrité, c'est essentiel à une relation saine et satisfaisante. Essentiel. On ne peut pas faire sans. C'est comme l'huile.
dans les rouages. Vous savez, les engrenages, par exemple de boîtes de vitesse, il y a des mécaniciens dans la salle, c'est usiné au micromètre. On est d'accord ? Micromètre. Le micromètre, c'est le millième de millimètre. On prend un millimètre, on le coupe en 1000, et ça, c'est le degré de précision dont on a besoin pour que les engrenages d'une boîte de vitesse s'emboîtent bien comme il faut et que ça puisse bien tourner. Pour autant, roulez avec votre voiture sans mettre d'huile dans votre boîte de vitesse. La boîte de vitesse va s'échauffer, ça va frotter, et puis ça va progressivement se gripper, et à un moment donné, ça va casser. Eh ouais, on a besoin d'huile. Eh bien, l'huile pour la boîte de vitesse, l'huile pour l'engrenage, c'est l'intégrité dans nos relations. On a besoin de cette intégrité, c'est absolument essentiel pour pouvoir fluidifier le fonctionnement entre les personnes. C'est d'autant plus vrai que la proximité, le fait qu'on soit rapproché, ça crée un potentiel de friction. Vous pouvez avoir du mal à supporter votre patron parce que ce n'est pas un chic type. Mais si ça se trouve, le patron de votre voisin, lui, est absolument épouvantable. Mais parce que c'est le patron de votre voisin, ça vous affectera beaucoup moins que votre patron qui est juste pas chic. La proximité crée un potentiel de friction et ça demande davantage d'intégrité. Plus vous êtes proche, plus l'intégrité va être essentielle pour que ça coule. Je ne suis pas en train de vous dire que quand vous êtes loin, c'est bon, vous pouvez y aller. Je suis en train de vous dire que ça va clasher s'il n'y a pas d'intégrité dans votre proximité. Parlant de proximité, on pense spontanément à la relation de couple. Vous savez, tomber amoureux, c'est assez facile. C'est même plutôt facile, quoi. On n'a pas besoin de grand-chose. Il y a la chimie même qui fait des choses pour nous, ces phéromones, ces trucs-là. Et à un moment donné, on flash pour quelqu'un. C'est facile de tomber amoureux. C'est facile de se mettre en couple, de matcher, tout ça. Avoir des enfants, parfois, c'est même un peu trop facile. Parfois, ça ne prévient pas. C'est facile. Par contre, avoir un couple équilibré, solide, qui tient dans la durée, avoir des enfants qui grandissent, épanouis, parce qu'ils se sentent en sécurité, ça demande un peu d'huile. Ça demande un petit peu plus que juste de la chimie. Alors c'est quelque chose qui s'exerce, l'intégrité. Alors, il n'y a pas de coach en intégrité. Si vous avez besoin de perdre du poids, vous allez aller faire du fitness, etc., avoir quelqu'un pour vous aider. Vous allez avoir aussi, si vous voulez faire des mathématiques, vous pouvez faire des exercices pour vous aider. Mais en intégrité, qui est-ce qui va vous aider ? Qui est-ce qui va vous aider à faire face à toutes les pressions qui sont là autour de vous, qui vous assaillent pour vous écarter de l'intégrité ? Regardez, vous avez d'abord cette pression. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais, on va au suivant. Cette pression externe. Vous avez cette pression externe, ou nous avons cette pression externe qui nous pousse à nous compromettre plutôt qu'à préserver notre intégrité. Cette pression externe est tenace. Je la refais, c'était pas... La pression externe qui nous pousse à nous compromettre plutôt qu'à préserver notre intégrité est tenace. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage en maintenance industrielle. Et un jour, il y a le directeur de la maintenance d'une usine, le directeur ou le chef de la maintenance, qui vient avec une machine, qui nous dépose dans l'atelier, donc nous on était prestataires, et qui nous dit « c'est une catastrophe, ce composant bloque la chaîne de production.
aussi longtemps que ce bout-là n'est pas réparé, eh ben, ma chaîne de production est arrêtée et je perds des centaines de milliers d'euros par jour. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, ils nous laissent la machine et avec les techniciens, on démonte et on voit tout de suite où ça ne va pas. Ça nous a pris 20 minutes à faire le diagnostic et au bout d'une heure, la machine était remontée et fonctionnelle. Le commercial a refusé qu'on appelle le client, a préféré qu'on attende 2 jours pour pouvoir justifier le prix qu'il allait faire pour la réparation. Pression externe. Pression externe parce que le commercial, moi je ne lui en veux pas, il est dans une équipe de commercial, il a son voisin commercial, et on fait la course entre les commerciaux. Qui est-ce qui fait le plus gros chiffre? Peut-être qu'il aurait... Moi, j'aurais souhaité qu'ils vendent la prestation de l'heure qu'on a travaillé au prix des 2 jours, et pour lui, c'était plus facile de le faire comme ça. Pression externe. Voilà, je suis dans un groupe, dans une ambiance, avec d'autres, et on se bat, c'est la compétition. Et pour pouvoir tenir cette compétition, eh ben, on est obligé de temps en temps de casser notre intégrité. Vous avez aussi la pression interne. C'est la même phrase. La pression interne qui nous pousse à nous compromettre plutôt qu'à préserver notre intégrité est tenace. Ça ne regarde que vous. C'est à l'intérieur de vous. C'est cette pression qui fait que vous n'aimez pas l'humiliation. Cette pression qui fait que vous n'aimez pas la honte. Vous allez tout faire, à tout prix, pour pouvoir éviter d'avoir cette humiliation que vous ne voulez pas avoir. Ça, c'est votre pression qui est interne. Comment faire? Comment faire? Il est temps de prendre un cap. Il est temps de prendre une direction. Il est temps de s'y tenir. La dernière fois, je vous ai dit que Dieu est l'auteur de la loi qui a été inscrite dans notre cœur. Et c'est aussi lui qui a inspiré la Bible. Et c'est lui qui a inspiré Salomon, il y a 3000 ans, dans un certain nombre de proverbes. Donc il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle les Proverbes, qui a été largement écrit par Salomon, mais d'autres. Salomon qui était un roi hébreu, un roi juif. Et dans les Proverbes, vous trouverez des proverbes. C'est le cordonnier, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, des trucs comme ça. Voilà, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Sauf que ça, ce n'est pas les proverbes que vous trouverez dans les Proverbes de Salomon. Et donc, c'est un des proverbes de Salomon qui va être en fait le verset clé de l'ensemble de la série. On ne l'a pas vu la dernière fois, mais celui-là, vous allez pouvoir le retenir parce qu'on le resservira sur les autres jours. Voilà ce que nous dit Salomon. Proverbe 11, 3. L'intégrité guide les hommes droits. On va s'arrêter là, tranquillement, sur cette histoire de l'intégrité guide. Les proverbes, je les ai lus des dizaines de fois, hein. Parfois un peu vite. Et si on s'arrête sur ce truc-là, l'intégrité guide, je vais juste reformuler, mais dire la même chose. L'homme droit, il a un guide. C'est l'intégrité. Et du coup, qu'est-ce qui vous guide? C'est marrant comment ce début de phrase, ça peut interpeller. Qu'est-ce qui vous guide au fond de vous? Est-ce que c'est l'intégrité? Vraiment? Vous aimeriez penser que c'est l'intégrité. Mais est-ce que c'est vraiment l'intégrité? Est-ce que c'est pas le profit? Est-ce que c'est pas la réputation? Est-ce que c'est pas la carrière, le statut social, la sécurité financière, le fait de rayonner, j'en sais rien, plein de choses. Qu'est-ce qui vous guide? Alors, on ne peut pas savoir
si c'est l'intégrité qui nous guide, ce que je vous disais, qu'est-ce qui vous guide? On aimerait tous dire que c'est l'intégrité. Mais on ne peut pas savoir si c'est l'intégrité qui nous guide tant que ça ne nous a pas coûté de la préserver, cette intégrité. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle d'intégrité, ce qui est juste, droit et noble, pas très loin derrière, il y a même quand ça coûte. Et je vais faire un peu un souhait, comme on dit là quand il y a une étoile filante qui passe, un vœu pour chacun d'entre vous dans les semaines qui viennent. Je souhaite que vous soyez confrontés à l'intégrité, que vous soyez confrontés au test de l'intégrité. C'est un peu vache hein, de vous dire ça, mais c'est quelque chose qui va vous faire grandir de manière énorme. Que vous soyez dans une situation où vous aurez le choix de dire la vérité ou de laisser croire ou de dire le contraire. Le choix de dire une partie de la vérité, mais de laisser l'autre partie sur le côté. J'aimerais que vous soyez confrontés dans un avenir proche à ce dilemme, pour que vous puissiez regarder en fait où est le pincement. Quel est ce truc qui vous empêche qui vous pince? Qu'est-ce qui vous coûte en fait dans cette histoire? Quelle est en fait cette valeur ou cette contre-valeur, pour parler à la sauce Jump, qui est en compétition avec cette valeur qui est l'intégrité? Je reviens sur le verset. L'intégrité guide les hommes droits. Et là, c'est intéressant parce que, alors, je ne parle pas hébreu, j'y connais rien en hébreu. Et parfois, je vous fais des commentaires sur, vous savez, en hébreu, c'est comme ça, tout ça. Donc ça ne vient pas de moi, hein, ça vient d'autres personnes qui mettent ça en évidence. Même si je vais amener parfois des nuances dans le texte par rapport à ce qui est là, par rapport à l'hébreu et ce qu'on m'en a dit, faites confiance à la traduction. Le travail de traduction, parce que là, ce proverbe, on le lit en français, c'est des gens qui ont souhaité être intègres avec nous et faire en sorte que le texte nous vienne et nous soit compris de la meilleure manière qui soit à notre époque. Mais parfois, c'est quand même intéressant de regarder, d'avoir les commentaires de personnes qui savent ce qui se dit en dessous. Et en fait, le mot droit, c'est comme en hébreu, en français, c'est bien cette notion de droit. Et donc, l'homme droit, c'est l'homme qui se tient droit. Janie vous a dit tout à l'heure, le titre qu'on voulait pour ce message, c'est « Tiens-toi droit ». Droit. Qu'est-ce qui se passe quand on se tient droit? On voit loin. On voit loin. On voit les conséquences de ce qu'on fait. On voit ce qui arrive. On se tient droit. Alors que quand on est courbé, qu'on regarde ses chaussures, qu'on regarde que le pas d'après, eh ben, on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on va dans cette direction, ben là, tout d'un coup, je vais tomber de l'estrade. Enfin, là, je vois vraiment pas loin. Vous voyez, cette idée de se tenir droit, de se redresser, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir savoir quelle est la conséquence de la décision que je vais prendre aujourd'hui. Et en fait, celui qui n'est pas droit, c'est celui qui est courbé, qui regarde l'instant, qui va privilégier, qui va mettre plus de valeur sur l'instant présent que sur le futur. C'est celui qui va privilégier l'immédiat à l'ultime. Alors que vous savez que le moment présent, il est tellement plus court que le futur qui suit. Tellement plus court. L'homme droit, c'est celui qui regarde au-dessus de cet instant présent pour regarder vers l'avenir, regarder les conséquences. C'est celui qui est conscient qu'il est en train d'écrire une histoire de sa vie et qu'il a envie d'être fier de pouvoir la raconter. C'est la phrase que j'aimerais que vous reteniez de ce message d'aujourd'hui. Elle arrivera à la fin de nouveau. Votre posture conditionne votre futur. Vous tenir droit, ça conditionne votre futur. Droit ou pas, ça va conditionner votre futur. C'est quelque chose que vous avez d'ailleurs certainement expérimenté.
Réfléchissez un petit peu. Souvenez-vous. On ne va pas le partager, on ne va pas se mettre tous ensemble, tout autour, mais souvenez-vous de votre plus grand regret. Le truc, quand vous y pensez, vous avez la honte. Voilà, visualisez bien ce plus grand regret. Ce plus grand regret, n'était-il pas attaché à une décision qui ne regardait que l'instant présent? Votre regret, c'est parce que vous regrettez d'avoir fait quelque chose. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous avez fait à ce moment-là. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas regardé loin. Alors on va revenir sur ces contre-valeurs en compétition. Si j'abandonne facilement mon intégrité, c'est quoi ce qui me dirige vraiment? Et vous pouvez y réfléchir, vous souvenir de cette émotion-là, ou d'autres moments où vous avez abandonné votre intégrité. Et vous découvrirez peut-être quelle est cette contre-valeur qui est là. Vous découvrirez certainement, c'est pas sûr, mais certainement, que vous vous sentez plus préoccupé par paraître bien que être effectivement bien. Quand je dis être bien, on ne parle pas du bien-être, du spa et tout ça, hein, on est d'accord. Hein, on parle de paraître une bonne personne plutôt que être une bonne personne. Peut-être que c'est ça, votre contre-valeur, celle qui est en compétition avec l'intégrité, celle de vouloir paraître plutôt que celle de vouloir être. Qu'est-ce que vous pensez des gens autour de vous qui s'en sortent toujours, qui esquivent bien, qui grimpent les échelons de l'entreprise, mais qui ont des cadavres derrière eux? Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui sont sans arrêt en train de couvrir, qui sont peut-être parfois en train de vous calomnier, mais quand ils sont devant vous, pas du tout? Est-ce que c'est à ces personnes que vous avez envie de ressembler? Est-ce que vous avez envie d'aller lui dire « Tiens, je t'invite au resto, il faut qu'on cause, il faut que tu m'expliques comment tu fais parce que j'ai envie d'être comme toi. Allez, s'il te plaît, raconte-moi, c'est quoi ton secret ?» Il y a cet autre type de personnes, c'est ceux qui foirent. Excusez-moi, j'ai cherché un synonyme de foirer en pas trop familier, mais franchement, il n'y a rien de mieux que foirer. Après, on peut mettre pire, hein, Donc voilà, c'est la personne qui foire, et puis après, elle endosse et elle répare. Oui, j'ai foiré. Ouais, j'ai mal fait. J'ai échoué. J'ai failli. C'est moi qui l'ai fait. J'endosse. Je le confesse. Et t'inquiète pas, je sais ce que j'ai fait. Je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai foiré. Quelle personne vous voulez être dans votre famille? Oui, c'est moi qui ai rayé la voiture. Bah oui, je ne suis pas aussi bon conducteur que je le croyais, voilà, ou que vous pouviez le croire. C'est moi qui ai rayé la voiture. J'endosse et je vais casser mon cochon et c'est moi qui vous propose de payer la réparation. Votre intégrité est plus importante que votre infaillibilité. Dans votre famille, les gens vous regarderont avec davantage de respect si vous êtes capable d'endosser vos erreurs, si vous êtes capable de dire que c'est moi qui ai rayé la voiture. Vous n'êtes pas infaillible. Et il vaut mieux présenter ses erreurs que faire pire en essayant de cacher ses erreurs. Le respect, vous allez l'acquérir dans votre famille quand vous êtes capable d'être transparent, de pouvoir dire ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire des gens qui sont faillibles. Votre intégrité est plus importante pour vos relations que votre infaillibilité. C'est là que vous trouverez le respect. C'est l'huile dans les rouages, encore une fois. On va revenir sur le verset et on va continuer. Donc, l'intégrité guide les hommes droits, donc ça on a compris. Mais les tricheries, les fourberies, pareil, je vous fais le coup de l'hébreu là, c'est la courbure.
les Hébreux qui disaient ça sentaient la courbure, quelque chose, l'inclinaison. Les tricheries des gens infidèles. D'autres traductions mettent des traîtres, d'autres encore disent des perfides. Pareil, apparemment dans l'hébreu, ça veut dire, ça sonne comme un mot qui veut désigner la couverture, l'étoffe qu'on met pour cacher ce qu'il y a en dessous, pour cacher les choses, pour maquiller. Les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Et ouais, il y a un moment donné le prix à payer. Si on n'est pas prêt à payer le petit prix aujourd'hui, on paiera le grand prix demain. C'est la ruine, c'est la destruction. Ça va jusqu'au fond. Le droit, c'est celui qui se redresse, qui regarde loin. Les gens infidèles regardent plus près, les traîtres, les perfides. Ils auront à payer demain leur infidélité d'aujourd'hui. Ils ont renoncé au long terme en regardant le court terme, en regardant l'immédiat. Alors, vous êtes face à ce choix. Vous avez le droit de ne pas croire ce que je vous raconte. Vous avez le droit de penser qu'en fait, on peut avoir le bon des deux côtés. Mais moi, je vous crois face à un choix. Le choix de l'intégrité ou pas. Et encore une fois, j'espère que vous allez avoir l'occasion de pouvoir vous entraîner à l'intégrité. Et faites-le dès les plus petites choses. Entraînez-vous avec les plus petites choses, les plus petits détails de votre vie, où vous avez ce petit pincement et vous tentez l'esquive. Non, je veux être roi. Entraînez-vous. Entraînez-vous à l'intégrité. C'est un muscle, ça s'entraîne. Parce que la contrepartie, c'est la ruine. C'est la ruine. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que je me sépare de mon conjoint? Ouais, c'est compliqué aujourd'hui, mais est-ce que c'est une bonne idée que je me sépare de mon conjoint? Ça va être qui va payer le prix? Moi, lui, mes enfants, demain? Qu'est-ce qui vous guide? Est-ce que vous préférez être conforme à ce « on doit » qu'on ressent tous, dont on sait qu'il est juste en fait? Ou est-ce que vous préférez vous conformer à « je veux maintenant » ? Qu'est-ce qui vous guide? Alors, voilà, on conclut avec ce dernier mot que je vous ai exposé tout à l'heure, votre posture. Questionnez-vous sur votre posture, parce qu'elle conditionne votre futur. Votre posture conditionne votre futur. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être de ceux qui savent foirer honorablement? Foirer, confesser, endosser, réparer. C'est pas plutôt cette personne que vous avez envie d'être? Votre posture conditionne votre futur. Et c'est dur pour moi aussi. Hein. Je vous propose qu'on prie. Seigneur Dieu, je te remercie d'avoir inspiré Salomon d'écrire ce proverbe. Tant de fois, j'ai pu le survoler, ne pas m'arrêter dessus, et ne pas comprendre en fait à quel point c'est important de voir ce guide, de comprendre qu'il y a un guide dans ma vie qui me tire ailleurs que là où je devrais être. Je te prie, Seigneur, de nous apprendre l'intégrité, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, de reconnaître qu'en fait l'intégrité, c'est quelque chose qui est difficile, qui est hors de portée si on ne l'entraîne pas. Et Seigneur, je te prie de nous donner la capacité à être intègre, de nous donner, de nous redresser pour voir les conséquences de ce qu'on fait et de faire les bons choix au moment où on se redresse. Je te remercie pour cette mise en garde que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, de nous donner la sagesse de comprendre cela et la force de pouvoir le mettre en pratique. Amen.